depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJLD. Oh my god, King of the Ring 97. Regarde. Puis... La Chapeau. couronne. Ouais. J'espère qu'il va être meilleur que celui de la semaine passée. Mais oui. Ouf. Ouais, non, il l'est, là. Faut pas charrier, là. Qu'est-ce qu'on a donné à 95, nos notes, t'en souviens-tu? Vous avez 3, pas 4 donné- à peu près? 3.5, je pense, les deux, à peu près. Un petit affaire meilleure, je pense. Un petit peu. En tout cas, il y a un match là-dedans qui est vraiment fort, là, en tout cas. Ah ouais? Oh oui. En tout cas, bref. Bref. Donc, voilà. King of the Ring 97, pay-per-view. Le dernier King of the Ring pay-per-view proper qu'on a reviewé de la trilogie, mais c'est plus que ça, là. De toute l'histoire du pay-per-view. Fait que c'est quand même impressionnant qu'on a tous fait les King of the Ring. On va avoir une petite playlist sur YouTube. C'est vrai, hein? Ouais, les King of the Ring. T'as changé les thumbnails? Non, pas encore. Je vais sûrement faire ça demain. Oh. Ouais, demain, c'est là qu'on a tout tapé nos affaires puis tout. Fait que. C'est le même, c'est là que ça se passe. Ouais, à soir, je fais l'audio des deux puis je me débarrasse. Des badass. Ouais. Parfait. Ben, C'est vas-y, ça. c'est toi C'est le ça. host, là. Vas-y, continue. Mais non, j'ai rien à dire. Moi, après Ah, ça. ok. Allez, bon. Non, c'est vrai. Non, mais King of the Ring 97, on a fait, comme tu as dit, les King of the Ring, mais la semaine passée, c'était King of the Ring 95 review. On n'a pas donné c'est une des pires notes de toute l'histoire qu'on a donné. La pire. Je pense que c'est la pire note qu'on a donnée de toutes les reviews qu'on a faites. Là. On approche le 500e épisode. Évidemment, là-dedans, il y a des à travers la table, là, mais Ouais. c'est quand même, c'est pas peu dire. La semaine prochaine, on aura la biographie complète d'Evolution. Ceux qui sont fans, puis je pense qu'on tombe dans la bonne range d'âge. Tout le monde a connu Evolution à peu près. Donc, ça va être intéressant. Et à travers la table, on va vous revenir. On n'a plus de live cet été, mais on va avoir des éditions spéciales quand il y a des pay-per-view, des gros shows, ou peut-être un invité spécial qu'on va taper, mais ça ne sera pas le live. On reviendra avec la cédule régulière sous peu. Puis après Evolution, ben, il y a un trou. On ne sait pas c'est quoi encore, mais on est au courant dans les prochaines semaines. N'inquiétez-vous pas. Exactement. Fait que là, on est prêt pour commencer le rétro review de King of the Ring. Ben, presque. 97. Non, pas presque. On est prêt. Let's go. Non, presque. Ben oui, on est. Et voilà! Eh bien oui! Le segment dans la vraie vie! Le segment. Je vais donner Marco sur la culture populaire en tour de Marco aujourd'hui, qui est King of the Ring 97, qui a eu lieu. La date, je vais te dire ça dans 2 secondes. Ouais, Okay. Tu veux qu'on fasse. Tu fais un segment, mais tu sais même pas la date. Par cœur, non. Le 8 juin 97. Ah oui, c'était une belle journée, je m'en souviens. Ah ouais, il faisait beau, il faisait chaud. C'était collant. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. C'est quoi, Marco, tu penses entre ces 3 choix suivants? Est-ce que c'est A, Umbop des Hansons? Est-ce que c'est Honey de Mariah Carey? Ou est-ce que c'est C, Wannabe des Spice Girls? Oh, ça c'était bon. Give me what I want. Peux-tu me rappeler le premier? Umbop. C'était bon, ça. 15 juin. Je peux aller Kumbop. C'est vrai, j'ai oublié qu'on avait des petits effets spéciaux. Ben oui, hein? Les réponses. Voilà, Umbop des frères Hanson, la bonne réponse. Un bon tube. Il était bon, les frères Hanson. En plus, ils pétaient des gueules, eux autres, au hockey. Là, ouais, c'est ça. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est une terreur. Dave, il est magané. Il est surtout magané. Ouais. Ah non, c'est pas le même, là. Ah, OK. En tout cas.
Fait que voilà, bonne réponse. Félicitations. Merci. Sur le numéro 1, au Québec, est-ce que c'est A, Quand j'ai peur de tout, de Patricia Cass? Est-ce que c'est Magie noire et blanche de Francine Raymond? Ou est-ce que c'est C, Un long chemin de Martine Sinclair? Hey, toutes des artistes que j'ai écoutés. Note. Ben oui, ben oui. Sans le vouloir d'écouter. La seule que je connais là-dedans, c'est Martine Sinclair. Fait que je vais dire Martine Sinclair. Martine Sinclair avec Un long chemin. Voyons voir dans mon soundboard si t'as raison ou pas. Et non, c'était Magie noire et blanche de Francine Raymond, la réponse B. Et voilà, Et... Francine Raymond, on la salue. Sûrement l'écoute. Ça doit. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, Le cinquième élément avec Bruce Willis? Est-ce que c'est B, Anaconda avec Jennifer Lopez? Ou est-ce que c'est C, Con Air avec Nicolas Cage? Peut-être de Spider Noir en même temps. Tu l'as écouté? Non, mais je savais qu'il était dedans, c'est ce que j'ai dit. C'est une série, by the way, c'est pas un film. Là. Je sais. Ok, parfait. Je sais être sûr. Je l'ai commencé cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Shocking. Ouais. Comme la plupart des affaires que je commence. Fait que Jennifer Lopez, c'était quoi la tune de Jennifer Lopez? Anaconda. De quoi la toune? Pas une toune? Ouf. C'est un film, ouais, c'est ça. Anaconda. Ouais. L'autre, c'est... Cinquième élément. Ouais, je vais aller avec Cinquième élément parce que j'aime Bruce Willis puis que j'ai de la peine. Ah ouais, parce que ouais, il est pas top shape en soi. Ici, je pense pas qu'il va être top shape encore un jour. Je me sens quasiment mal de faire ça, mais bon, je sais pas ça. Et non, c'était C, Con Air avec Nicolas Cage. Je peux pas gager contre Nicolas. Non, vraiment pas. Jeu vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Star Fox 64 ou bien sûr au 64? Est-ce que c'est Turok Dinosaur Hunter au N64? Ou est-ce que c'est C, Need for Speed 2 sur PS1? Ouf. Deux bangers. Je vais y aller avec Need for Speed parce que c'était l'été puis que les gens l'été, ben, ils aiment ça courser. C'est la seule raison. Ok. Bon raisonnement, mais... Et non! Star Fox. C'était Star Fox 64, ouais, en effet. Ouais. Et là, la semaine passée, on a parlé de faire la Coupe Stanley en 95. Ouais. En 97, c'est le temps de me dire la finale de la Coupe Stanley, qui était dedans, qui ont battu, puis tout le temps là. Ouais, en 97. En 96, c'était les Panthers qui étaient en finale de la Coupe Stanley. En 97, c'était les Red Wings qui ont remporté la Coupe Stanley. Non? Ouais, bonne réponse, ouais. Contre qui? Attends. Les Red Wings, c'était-tu contre... C'était pas contre les Panthers, c'était contre qui? Ah, merde, j'ai un blanc. C'était pas les Flyers non plus. J'ai un blanc calice. Attends. Les Red Wings jouaient dans l'Ouest, là. Ouais. Qu'est-ce que tu ris? C'est les Flyers. Les Flyers, ouais, c'est ça. Okay. Ça, j'attendais que tu... Ah, ouais, c'est ça. J'étais pas sûr, là, mais ouais. Okay. Ils ont battu les Flyers 2-1 dans le match. Ils gagnent la série 4-0. Et c'est le 8e titre de l'histoire de la franchise des Red Wings. Le premier depuis 1955. Et le Conn Smythe a été donné à un goaler. C'était qui? C'était Chris Osgood. Ah non, attends, c'était... C'était-tu Joseph? Un ancien des Flames, ce goaler-là. Les belles années. Vernon? Ouais, Mike Vernon. Ouais. Ah ouais, c'était Vernon, goaler en 97? Ouais. Je pense que c'est après ça que c'est Osgood qui a pris sa place. L'année d'après, ils ont gagné la coupe aussi en 98. Fait que... Ouais, ben c'est ça, c'est le 8e de la franchise. Fait que il y en a gagné d'autres après ça. Ouais. Sur le WF Magazine du mois de juin 97, on a l'Undertaker et Ken Shamrock en mortaise. Voilà, The Dark Days Are Upon Us, avec une très belle photo d'Undertaker à WrestleMania. Ouais. C'est vraiment une belle shot qu'ils ont pris. Belle shot. Ouais. Puis évidemment aussi, d'habitude, je l'ai pas fait depuis un bout parce que j'ai rien à montrer. Mais à l'entour du show, souvent, je vois des coupeurs de journaux. Il n'y en avait pas de King of the Ring 97, mais j'en ai trouvé une du centre Molson, le 13 juin. On voit un peu ici la carte, là. Undertaker contre Bret Hart, le Bulldog contre Psycho Sid et Owen Hart contre Stone Cold Steve Austin.
au Canadian Collision. Quand même intéressant. Puis on voit en bas qu'on avait une chance de rencontrer Mark Mero et Sable entourant l'événement. Fait que intéressant de voir ça. Puis c'est quoi? Ça, c'est le 13 juin. Puis le show est le 8. Fait que c'est une couple de jours après. C'est intéressant de voir ça. Et avant de donner le segment, voici les champions en puissance. À WWF, champion du monde, l'Undertaker. Intercontinental, c'est Owen Hart. Tag Team, c'est Stone Cold Steve Austin et Lord Breakage, Shawn Michaels. Et l'Européen et le British Bulldog, Davey Boy Smith. Est-ce que vous dites à WCW? Arrêtez-moi, c'est déjà mandat de celle-là. Champion du monde, Hollywood Hogan. Ben oui, on donc. Eh oui, tout le temps, cette affaire. US, c'est Dean Malenko. Tag Team, c'est les Outsiders. Télévision, c'est Prince Ayokea. Et Cruiserweight, c'est notre chum, Six. Yes. Donc alors voilà, c'était Dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Toujours aussi plate, ce jeu-là. Ben non, la semaine passée, tu en as eu 3 sur 4, tu as dit c'était le meilleur jeu, là, tu n'as pas eu pendant tout, c'est pas bon. Non, j'en ai eu une. J'ai eu le premier, puis j'ai eu les Flyers, fait que... Avec un peu d'hésitation. Mais... T'as eu le premier, pour vrai? Ben oui, j'ai eu... C'est qui le premier? T'avais dit Hanson, c'est vrai, Umbop, ouais, Umbop et Hanson, le film Slapshot, justement, il était dedans. I stand corrected. Voilà. On allait dire, comme dirait notre ami Six, you suck, pal! Bon. Et voilà. King of Ring 97 et le 5e PV de ce nom, il y a eu le 8 juin 97 en direct du Providence Civic Center, maintenant le Amica Mutual Pavilion, à Providence, Rhode Island. C'est la Providence, mon fils. 13 312 fans étaient dans l'assistance et le show, une cote d'achat. 144 000 maisons qui ont commandé l'événement à la carte. Pas mauvais. Oui. Il y a un combat dans le pre-show qui s'appelait le Free for All. Et dans celui-ci, les Headbangers ont battu Jesse James et Bart Gunn. À noter, c'est intéressant de voir ça que c'est Jesse James, le Road Dogg, avec Bart Gunn, le frère de Billy, pas les Outlaws encore. Intéressant. Ça aurait pas eu autant de succès avec Bart que Billy, je pense. Ben, c'est facile à dire là, mais on sait pas, je pense pas. Un peu plus de charisme du côté de Billy Gunn, un peu. Ouais. À peine. Ouais. On commence avec l'intro vidéo, avec la narration de James Fagan. Comme d'habitude, voici. Ce soir sera un soir de première. Pour la première fois, 2 champions par équipe vont mettre leur or de côté pour faire la guerre un contre l'autre. Mais ce n'est pas un duo ordinaire, ils sont des combattants extraordinaires. Chaque homme recherche le respect d'une source improbable, celle d'un partenaire. Pour la première fois, on pourrait voir un champion africain-américain comme champion de la WWF. Mais Farouk n'arrive pas seul dans cette bataille. Il a le support d'une nation. Une nation qui l'a manipulé en croyant son existence était fondée uniquement sur cette victoire. Une victoire qui doit être subie des mains d'un Undertaker vulnérable à qui son passé hanté a forcé une alliance peu probable avec Paul Bearer. Pour la première fois, un de ces hommes va devenir le roi du ring et qu'au vainqueur aille le butin. Ce soir sera un soir de première, alors que Super Soaker présente le roi du ring 1997. Au début, je pensais que tu avais dit le putain, mais tu as dit le butin. Le butin, oui. Je te trouvais très impoli. Au butin. Voilà. On va se faire la bienvenue par les commandants de la soirée qui sont Vince McMahon et Jim Ross. Yes. Et Jim Ross qu'on parle de l'ambiance ce soir avec un Super Bowl. Et Vince lève ensuite. Ouais, il lève ensuite pour présenter les commentateurs espagnols et francophones. Et la toune d'Ahmed Johnson part. Et on va au ring pour le match numéro 1. Ahmed Johnson contre Hunter Stemsley avec Chyna dans son coin. Dans la demi-finale du tournoi King of the Ring. Avec l'arbitre du match, Mike Kikiyoda. Une chanson qu'on a entendue beaucoup à Gatineau avant le show. Oui. Et le fait qu'Ahmed et Hunter est bizarre un peu, voici un peu pourquoi. Johnson avait battu Hemsley par DQ en quart de finale. Mais par contre, Hemsley a obtenu une place supplémentaire dans le tournoi parce qu'il n'avait pas été avisé, il n'avait pas été informé correctement qu'avant son match avec Ahmed Johnson, qu'il pourrait perdre sa présence dans le tournoi par DQ. Fait que, voilà. Il a donc menacé la WWF de poursuite judiciaire à cause de ça. Il a occupé initialement cette place-là, mais il s'est cassé le nez après son match de sa qualification contre Ken Shamrock hors de l'événement In Your House, Colin Hill, événement de marde, le 11 mai. Ben là, arrête, tu es d'accord. C'est meilleur King of the Ring 95.
Oui, c'est pas un exploit. Ça a permis à Hemsley de prendre sa place et d'affronter Crush, et qui a gagné le combat. Et Vader a affronté Ahmed lors de l'épisode de Raw is War le 26 mai pour tenter de reprendre sa place, mais a perdu le combat. Alors voilà. Lock-up et Ahmed pousse ensuite Hunter sur ses fesses au tapis. Hunter tente une prise de tête, mais Ahmed se dégage et le fait tomber au sol d'un gros coup d'épaule. Il prend l'appui de la foule et défie Hemsley pour une épreuve de force. Hunter s'avance pour le faire, mais donne un coup de pied dans le ventre d'Ahmed. Pour ça, il enchaîne avec une atémie dans le coin que Ahmed encaisse sans broncher. Et Johnson exécute un écrasement militaire et Hemsley s'écrase au sol avant de sortir du ring se regrouper avec Chyna. Dans le ring, Hemsley lui met le doigt dans l'œil, il lance Johnson dans le coin, mais Ahmed rebondit et place une close line. Slam de Johnson, mais il n'y a personne dans la piscine sur une descente du coude. Et Hemsley a l'avantage et envoie Ahmed à l'extérieur. Il le projette dos premier contre les escaliers. Et la foule Hunter qui est content de lui sur le ring avec son petit mouvement de bow down. De grâce. Oui. Une tête de baseball fait tomber Johnson du tablier. Et de retour dans le ring, Hunter monte sur la corde et assène un coup d'avant-bras qui ne vaut qu'un compte de 2 malheureusement pour lui. Et Johnson commence à no-seller un petit peu à la Tatanka, en shakeant du pied. Il y a un manque de communication entre les deux et il se rentre dedans. À la deuxième tentative, Hemsley se baisse trop vite et Ahmed passe un coup de pied ciseau direct dans le bas du dos, suivi d'un surpassement. Il fait un spinebuster. Oui, il fait un spinebuster un peu faible où Hunter bump sur le bas du dos. Il salve le coup de la rivière perlée, ce qui force Chyna à monter sur l'apron. Et Johnson est distrait, puis c'est drôle parce qu'il est distrait, mais de côté, pour voir qu'est-ce quand Hemsley s'en vient. Ben oui, il était subtil. Ouais, et c'est ce qui permet à Hunter de frapper Johnson dans le dos avec un coup de genou et de conclure le combat avec le pedigree pour la victoire. Et après la décision, Ahmed fait quasiment un no-sell, quasiment. Puis il se relève presque aussitôt et poursuit Hemsley et Chyna jusqu'au vestiaire. C'est un peu poche, dans ce temps-là. Ouais, mais je dis no-sell. Il a peut-être attendu un 10 secondes peut-être avant de se relever. Fait que ça aurait pas été pire. Penses-tu que Ahmed aurait dû gagner? Ouais, tu sais qu'il y a du ring in the ring. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Là. Ouais. Je me suis dit ça dès le départ. Là. Tu sais, je comprends. Là, Surtout avec les plans qu'il y avait pour lui pour après le show, là, puis à la fin, c'est à la fin aussi. Là. Genre, ouais, c'est ça. Je me suis dit, tu sais, je suis un fan de Triple H, mais je suis quand même logique dans mon raisonnement habituellement. Là, je veux pas à tout prix que Triple H gagne tout, mais. En même temps, avec le Hindsight 2020, c'est Hunter qui a eu plus là-dedans parce que Johnson il aurait été oublié comme Shamrock puis du monde de même. Là, fait que... Ouais, ben, tu me parlais de Orton, No Matter What, elle a réussi dans le podcast de. La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, qu'on a enregistré d'avance. Fuck. Mais, calice. Mais, Triple H aurait réussi No Matter What, même sans gagner King of the Ring. Ouais, sûrement, avec les amis qu'il y avait. Là, ouais. Fait que ça aurait pu être payé comme match, c'était correct. Là, puis trop court pour être plus qu'un petit match correct. Là, fait que, c'est ça. Il n'y avait pas la meilleure chimie non plus entre les deux. Là. J'ai pas l'impression que les deux, ça leur tentait tant que ça de worker ensemble. Je me trompe peut-être, là, mais... Ça se peut, ouais. Je peux comprendre les après, deux. backstage, on sait pas ce qui arrive. Là, mais... T'as donné combien ce match-là, toi? J'ai donné 2,5. Oh, quand même, tu as quand même donné... Ouais, c'était pas mauvais, là. C'était moyen entre les deux. J'ai donné 2 écarts. OK, bon, c'est correct. Je te dis ça comme si c'était une grosse affaire. J'ai donné un... 2,5. Ah ouais, j'ai 2 écarts. Mais non, c'était correct. Puis d'accord avec tout. J'ai pas grand-chose à dire sur le match, à part que Johnson aurait dû gagner. Mais bon, politics win. Ouais, c'est ça. Mankind fait son entrée. On voit que lundi dernier, à Raw, pendant que Mankind affrontait Savio Vega dans son combat de qualification du tournoi, de quart de finale, il a grippé Lawler par le collet et ensuite, quand Crush a frappé Savio par erreur, il a gagné le combat pour se qualifier pour le pay-per-view de ce soir. Donc, on est rendu là. Match numéro 2. Mankind contre Jerry the King Lawler dans un combat de demi-finale du tournoi avec l'arbitre du match, Jack Down. Puis, avant que tu aies ton résumé, j'ai quasiment mieux aimé quand Lawler allait jusqu'au ring que le match au complet. Là, les insultes à tout le monde, man, c'était... C'est toujours drôle quand il fait ça, pour vrai. Fuck que c'était bon. Ouais, tout le temps comique quand il fait ça. Ouais. Avant le match, Mankind prend la parole pour demander où est passé l'oncle Paul. Il parle de l'existence des rois cruels et bienveillants des demandes au public, quel genre de roi qu'il voudrait qu'ils deviennent.
Il continue à en parler en parlant de Lawler qui se Parce que quand j'ai vu l'annonce au premier Excuse. Ben voyons, Frank Milano, qu'est-ce qu'il fait ici, lui, là? Dis-moi, t'as des bonnes oreilles. Ah ouais, je le reconnais tout de suite. Ok, c'est bon, excuse. Ouais, qui se promène nu et ajoute que la seule chose pire, c'est que ce soit lui qui se promène complètement nu. Après ça, il finit en ciblant le tube Respect d'Aretha Franklin. Ouais. Interview time après ça avec Todd Pettengill et Jerry King Lawler. Hey, oui. Tu me l'as pas demandé? De quoi? Ben, Respect. Tu l'as pas, je la chante? Ben, pourquoi je te demande? Quand je te demande de chanter des tunes, c'est toi? Ok, c'est bon. Ben, vas-y, chante-la. Ça Non, c'est correct. Là. Tu veux pas, j'ai compris. Ah non, j'ai compris. C'est beau. Continue. Là, je vais commencer à parler, tu vas chanter par-dessus. Ben non, franchement. OK. Oh, what I want! Ah, je comprends pourquoi tu veux pas le chanter à cette heure. Ouais, c'est pour ton bien que je fais ça. Puis le bien des oreilles du monde qui écoute le podcast aussi. Ouais, ça, on voit des images comment il s'est qualifié pour le tournoi de ce soir. Il a vaincu Goldust avec les pieds dans les câbles. Vraiment, Memphis shit. Et après sa victoire, Goldust l'a frappé du haut de la rampe. Puis Lawler a roulé jusqu'en bas en comique. Là. Puis Marlena a pilé dessus avant d'aller rejoindre Goldust dans l'allée. Puis Todd Pettengill, il trouve ça bien comique. Fait que Jerry Lawler lève le micro des maîtres de Todd en le traitant d'imbécile d'un idiot moronique. Il veut que tous les paysans stupides ici ce soir s'inclinent devant lui, le roi. Il lui embrasse ses pieds royaux. Je pense qu'on l'a suivi tes pieds, je pense. Lawler insulte Mankind en disant qu'il regrette que ses parents affolés se sont rencontrés pour faire une abomination comme Mick. Puis Lawler dit que quand Mankind est né, sa mère a regardé sa face et ensuite son cul. Il a dit « Ah, c'est bien le fun des frères siamois! » Il dit à Vince que McMahon doit souhaiter qu'il arrive rien à Mankind parce que s'il y a de quoi qui arrive à lui, ben McMahon va être officiellement l'homme le plus laid au monde. Ouais, ça c'est une Christie de bonne main, là, pour vrai. Là. Ouais. Il finit en disant qu'il va rendre Mankind encore plus affreux qu'il l'est déjà. En tout cas, si c'est possible. Puis après ça, Mankind va s'approcher à l'extérieur du ring pour commencer le combat. Mankind le rude de coups hors du ring, il lui crève même les yeux. Et dans l'arène, il donne un coup de coude dans le dos. Et Lawler gagne du temps, puis il sort la main de son collant et frappe Mankind à la tête à plusieurs reprises, sans qu'on voit vraiment ce qu'il y a dans sa main. Ça, c'est le meilleur spot à faire en heel, là. Le fameux objet fantôme, là, pour qu'il se met dans tes culottes, puis la foule, hey, il y a de quoi dans ses culottes? Ça, le ref check, puis il n'y a rien. Là, on entend. C'est malade. Ça, c'est dans genre tous les matchs de heel dans le temps, c'est ça qu'il faisait, dans les shows indépendants aussi. Là. Je faisais tout le temps ça, moi. Ben, pas tout le temps, oui. je faisais souvent ça. Kevin aussi le faisait. Cheap Heat, là. Kevin aussi le faisait. Ah ouais? Ouais, quand je manageais ça, je donnais de quoi, puis il me le donnait dans mes mains sans qu'on voit c'est quoi, puis le monde capotait. C'était bien le fun. Bref, Lawler enchaîne avec un bulldog. 1, 2, mais Mankind dégage. Il sort du ring après pendant que les chants de Burger King se font entendre et Lawler vraiment encore avec l'objet invisible dans ses culottes. Il mord la moitié de l'oreille de Mankind juste pour s'amuser. Mankind le place assis devant les marches, mais Lawler s'écarte et Mankind s'écrase la tête première contre les marches. Lawler lui rentre ensuite le reste de la tête en faisant tomber contre la barrière de métal à 2 reprises. Lawler passe son pile driver au sol, mais Mankind se relève pas longtemps après ça. Il reviennent dans le ring et Lawler enchaîne avec un dropkick pour l'éjecter du ring. Et Mankind retourne en dedans, mais Lawler domine toujours et porte un autre marteau pilon pour un compte de 2. Après ça, Lawler essaie un autre coup de poing avec l'objet qu'on n'a toujours pas vu. Et Mankind riposte avec des punches lui-même et descend de la cuisse. Il va ensuite de son genou en courant dans le coin. Et Mankind, après ça, tente un backdrop, mais Lawler revient avec un croc en jambe, suivi d'un coup de poing en sortant de la deuxième corde, c'est prise fétiche. Mm-hmm. Il tente un autre pile driver, mais Mankind se dégage avec un surpassement. Et Lawler veut le faire tomber en sunset flip. Mais Mankind lui rentre les doigts dans la gorge avec le mandible claw. Et c'est la fin du match. Mankind apprendra Under samedi en grande finale. Ouais. Ben, c'est un combat parfait pour mettre Mankind over. Le heel parfait pour mettre la sympathie pour Mankind. Puis comme que les fans soient derrière lui. L'histoire racontée avant-match. C'est pas le match le plus spectaculaire, mais c'est un match qui fait avancer les storylines et que c'est de la bonne façon. C'est fait de la bonne façon, je pense. Ouais. Alors, je n'ai jamais été vraiment reconnu pour être le gars qui fait les meilleurs matchs côté technique, là, côté bell-to-bell, mais les histoires du match suivent tout le temps avec Lawler. C'est ça qui est le fun, c'est que l'histoire est bonne. Là. Puis ça n'a pas été différent dans ce match-là. Fait que rien de spécial, mais quand même bon. Fait que je donne à ce match-là 2 écarts. Oh, t'as préféré l'autre match que celui-là?
Ouais, un peu plus, ouais. Ouais, moi aussi, j'ai donné 2. Ouais, ok. Même affaire. Un quart d'étoile chaque. Ouais, ça suit notre affaire. Ouais. Le prochain gros truc in-ring de Lawler va être impliqué dans la run de son fils, Brian Christopher, pour le Light Heavyweight Championship, surtout contre Taka. Mhm. Après un interview time avec Todd Pettengill et Brian Pillman, ça c'est malade. Wow. Todd demande si Pillman serait responsable du fait qu'Austin et Michael vont s'affronter ce soir. Il répond que oui, et qu'il a eu son poisson bien comme il faut, mais que c'est Brett son inspiration qui a chuté ça à l'oreille. Il dit qu'il est là ce soir pour supporter la famille et aussi voir le boy toy, vous allez le cul de rat de Stone Cold, et voir ce qui va lui rester pour demain soir à Raw. Et ça fait un long moment, Steve. Mais on m'a dit cherche et tu trouveras. C'est à ce moment-là qu'Austin le frappe dans le dos. Puis il est en arrière depuis un petit bout quand même, c'est ça qui est drôle. Là. Man. Brian Pillman, là, Ouais. c'était tellement spécial, là, ce gars-là. Là. Quand j'écoutais le show, j'étais comme imagine si ce gars-là aurait pu aller au maximum de son potentiel. Là. Wow. Puis si ça n'aurait pas eu l'accident de char, là, ça aurait beaucoup aidé. Ouais. 100%. Ouais. Puis après, l'attaque de dos, puis il l'amène jusqu'aux toilettes pour lui faire un bon vieux swirly, la tête dans le bol, puis qui flush. Puis après ça, ce que je trouve encore plus drôle, c'est quand Cassidy fait ça, tout le long, il fait du trash talk, là, c'est malade. Là. You piece of trash. You always sucked. Fait que pas mal drôle aussi comme segment, mais c'est toujours drôle aussi qu'il y avait une caméra juste en haut de la bolle pour filmer ça, là, out of nowhere. Là. Ouais. Puis surtout que tu n'as pas le droit d'avoir des caméras dans les toilettes en général. Là. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que c'est correct. Tu sais, les gens, peut-être que les jeunes lutteurs aujourd'hui aussi, peut-être que cherchent une inspiration pour des promos, des personnages. Là, étudie un peu Brian Pillman parce que il y a quand même du bon dans ce côté-là. Là. C'est un bon in-ring worker. Là. Surtout à WCW, il y a eu des matchs vraiment excellents. Là. Ouais. Mais surtout, checkez pour les promos de lui, surtout si vous êtes un personnage genre un peu fou, un peu. Là. Ouais, absolument. C'est vraiment. Si t'es Michel Plante, check pas les promos de Pillman, ça sert à rien. Là, mais, peut-être que Michel Plante va faire un heel turn à un moment donné, puis il va être comme Pillman. Imagine, on va pouvoir clipper ça puis lui montrer, il va capoter. Ce serait fou, hein? Ouais. Wow. Fait que voilà, on est rendu match numéro 3 avec Crush, la nation de domination, sans Savio et Farouk, contre Goldust avec Marlena et l'arbitre du match, et Jimmy Corderas. Ouf. Ouais. Crush commence par dominer avec des coups de poing, mais Goldust lui poste en lui cognant la tête contre les marches. Avec 10 coups de poing dans le coin du ring, avec un baiser après 9 et avant le 10, juste pour son plaisir personnel. Ouais. Il passe une corde à linge pour un compte de 2, puis un neckbreaker rotatif pour un autre compte de 2. Le Crush prend les devants avec un Irish Whip dévastateur dans le coin, suivi d'un suplex ventre à ventre en tournant. Il s'acharne sur les reins de Goldust avec ses poings. Le tentative de body slam de Goldust échoue à cause de ça, et Crush qui atterrit sur lui pour un compte de 2 et celui d'un brise-dos pour Guess What, un autre compte de 2. Ce Crush de ralentir le match de slow avec un genre de camel clutch qui dure un petit moment. Goldust essaie de se revenir dans la bataille avec quelques coups de poing, mais il charge dans les cordes et se fait rattraper par Crush qui lui fait un Gorilla Press Slam sur le genou pour un Godbuster dans un beau spot. Goldust fait un autre comeback avec des punches, une line et c'est celui de coups de coude à la Dusty Rhodes, à la Dusty Rhodes bébé, avec le coude bionique pour mettre Crush au tapis. Les membres de la nation, dont D'Lo, sont en train d'harceler Marlena qui est à l'extérieur du ring pendant que Goldust exécute un bulldog sur Crush dans l'arène. Il sort ensuite et puis frappe D'Lo. Et Crush, après ça, lui saute dessus avec un coup de axe et le retour dans le ring. Il joue dans les cordes. Goldust saute par-dessus Crush et le retourne d'abord pour lui porter un magnifique DDT pour le 1, le 2 et le 3. Beau celle de Crush, le DDT en passant. Faut que j'y donne. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que tu peux y donner à Crush. Ben, il y avait des bons moves dans le match, c'est juste que... Pas la meilleure gimmick de Crush dans tous ceux qu'il y a eu, là. Non, c'est pas mal sa pêche, je dirais. Ouais. Mais tu sais, quand on dit souvent, là, ta description de match rend plus meilleur que le match était, là, ça, c'en est un. Ça va l'air bon, hein? Ouais, mais ça ne l'était pas. Non. Malgré quelques bonnes affaires que j'ai dit dans la description du match, pas vraiment c'est pas un bon combat, mais c'est très boring as fuck, pas mal. Puis, vraiment. Puis Crush, il est mémorable, mais pas pour ses matchs. Là, c'est triste, mais c'est ça. Là. Ouais. C'est honnêtement. La seule affaire que j'étais content de voir dans ce combat-là, c'était Goldust parce que j'aime Goldust, là, mais il n'y a rien fait de bon dans le match à part son entrée. Là. Puis le DDT. Ouais, c'est quel ton Crush préféré? Crush Soda.
Je savais que t'as posé ça. C'était sûr, certain. Non, le lutteur Crush. C'était Crush contre Macho Man. Non, pour ton meilleur, la version de Crush, le karaté, l'orange, le demolition, le prisonnier, le DOA, le chronique. L'orange. Ok, l'orange, parfait. Toi? Moi aussi, c'est le Crush orange, ouais. OK. Connais déjà ce match-là, là? Arrête de niaiser. Comment? T'as donné combien à ce match-là? Arrête de niaiser. Là. 1 quart. C'est des 1,5. Voilà. Encore. Je te dis que le quart d'étoile de plus que toi. Ouais. Toi, t'es un. Ben, ça dépend. Des fois, non, mais des fois je suis très généreux. Là. Ouais, mais je veux dire, à date, c'est pas la même affaire. Oui. À date, ouais. ouais. 2,5, 2,2 quart, 2 quart, 2, 1,5, 1 quart. Un pratique pour le Japon. Ça doit être ça sera pas ça au Japon. Non, vraiment pas. Si c'était un match en bas de 3, je serais vraiment surpris. Ben, je pourrais être plus dur que Melzer, là. Moi, je ouais, mais 3 pour un G1, ça se peut, mais ça m'étonnerait. J'avoue. Goldust va avoir un gros championnat européen le lendemain à Raw contre le British Bulldog. Mais ça va finir par count-out. Pour Crush, on va en parler un peu plus tard, qu'est-ce qui va y arriver dans les prochaines semaines. Interview time avec Doc Hendrix, Legion of Doom et Psycho Sid. Il dit que la revanche est un plat qui est le meilleur servi froid. Et didida, comme dirait Ned Flanders, on sert le plat le plus froid en ville. Puis ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'au début de la promo, quand Hawk parle, tu vois que Sid, il regarde puis il fait la promo avec ses lèvres. C'est la même affaire que l'autre, il dit, je trouve ça drôle. Et Animal dit que tous les fans de WWF savent que les Road Warriors, c'est l'équipe la plus serrée de la compagnie, de l'histoire de la lutte aussi. Il dit qu'on peut se fier sur eux, mais il demande à Sid s'ils peuvent compter sur lui. Ce Sid crie de ne pas s'inquiéter pour lui parce qu'il est le maître, le régneur du monde. Il dit qu'il ne s'inquiète pas de la Fondation Hart parce qu'ils peuvent être d'accord sur une chose et que ce soir, ça va être leur pire cauchemar. Il ferait la promo, mais Sid rit, Hawk sort la langue, puis Animal descend le pouce par en bas. Quand j'ai écouté cette promo-là, puis qu'il a commencé avec « Well », genre, je regardais pas la TV à ce moment-là, puis quand il a dit ça, je me suis retourné, puis j'ai crampé. J'étais sûrement fatigué, mais je suis parti à rire. Là, c'était wow, c'était tout un moment. Tout le temps drôle quand il fait ça. Ouais. Ben, les promos des Warriors sont tout le temps bonnes, là, souvent. C'est bien rare qu'elles ne sont pas bonnes. C'est vrai. Ouais. Donc, nous avons son frère jumeau d'une autre mère, Todd Pettingill, pour une interview time avec la Young Ford Foundation, Jim Anvil, Neidhart, Owen Hart, les British Bulldog. Et Davey dit que lui et Owen ont battu LOD fair and square à Your House en avril. Il n'y a aucune raison de croire que ça se produira ce soir au King of the Ring, encore une fois. Owen dit à Todd de tenir son slammy bien haut pour que le monde le voie. Il dit que LOD se promène avec le beau petit maquillage et leur costume d'Halloween, mais ça ne marchera pas contre la Hard Foundation parce qu'on est une famille. Ça ne prend pas que ça pour nous vaincre. Vous avez Sid dans votre coin et vous ne pouvez même pas lui faire confiance. Alors comment pensez-vous être capable de vous faire confiance en tant que tel? N'est-ce pas, Anvil? Et Neidhart termine en disant qu'en parlant de Sid, que s'il pense être fou, il l'a rien vu encore. Puis il fait ça avec son rire légendaire. C'est quoi son rire légendaire? Un peu comme Ted DiBiase, mais plus bas. Parfait. J'ai eu peur un peu. Là, tu m'as dit de le faire. T'es pas prêt? OK. C'est fait te lancer la barbe de même. Là. Le petit pitch. Match numéro 4. Le British Bulldog avec Owen Hart et Jim Neidhart contre Psycho Sid et Legion of Doom. Et l'arbitre du match est Earl Hebner. Et le combat devait être à la base un rematch pour les titres par équipe avant que ça change pour le 3 contre 3. Et voici le graphique original qu'on voit sur YouTube en ce moment. Il y a aussi 2 autres combats sur la carte qui ont changé, mais ça, on va en parler tantôt dans le review. Puis en checkant la promo, puis en checkant les 3 dans le ring, là, sérieusement, Sid et LOD en team, là, tabarnak, c'est malade. C'est. Tu sais, mettons, là, mettons, tu te fais écœurer à l'école, là, puis tu te dis, attends, j'en ai 3 de mes chums, puis là, t'arrives avec eux autres, là. Wow! Je pense que l'autre peut dans sa culotte. Je comprends. Si, bon. Ouais. Animal commence le match contre Owen en changeant les prises de force avec Hart qui les encaisse à merveille. Après une progression dans le coin, Animal place un power slam en tournant pour un compte de 2. Ceci dans la mêlée avec un double coup de hache suivi d'un coup d'épaule. Et Hart fait le relais à Davey Boy. Le Bulldog prend rapidement le devant avec une delayed souplex sur Sid qui se lève aussitôt et ramasse chaque membre de la Hard Foundation avec des clotheslines. Sid tag Hawk tandis que le Bulldog passe le relais à Neidhart. Hawk place une corde à linge du haut de la 3e corde et obtient 2. Le Bulldog entre en scène et porte un marteau pilon à Road Warrior Hawk qui no seul et se relève immédiatement. Ça, Owen Hart excuse, je te coupe là, mais ça m'a fait rire parce que
Ça me fait beaucoup penser au match, mettons, AEW d'aujourd'hui, où c'est genre tu sais, genre le fameux le move où le compte à 1 puis il se relève tout de suite, puis genre, comment on pourrait dire ça, une montée d'énergie, là, si on veut. Là. Ouais, Babyface Fire. Ouais, fait que c'est drôle qu'en 97, tu vois ça, mais Hawk, il l'a déjà fait une couple de fois là, dans ses matchs. Là. Ouais, c'est l'affaire qui faisait souvent LOD. Là. Ouais. Fait que c'est nice. C'est juste ça que je voulais dire. Au large de Animal embarque le roi des cœurs, donne un coup de pied rouet à Animal. Et Animal le frappe à l'extérieur du ring avec une chaise, puis se projette sur Animal avec un coup de bélier. Et Animal remonte dans le ring et Animal tente un roll-up, mais le Bulldog distrait l'arbitre pour pas qu'il compte la manœuvre. Et après ça, Owen est maintenant l'homme légal. Il va le superbe show chasser de type missile. Les Hearts s'en prennent à Animal à 3 dans leur coin. Et Bulldog prend le relais. Lui et Owen mettent Animal au tapis avec une double corde à linge. Et le Bulldog monte sur la 2, mais Animal le surprend avec un power slam quand Davey saute sur lui. Et Animal monte sur la 3, mais le Bulldog le fait tomber sur le coussin. Il fait une suplexe de là-haut pour le 1, le 2, mais Animal dégage. Et pas longtemps après ça, Hart entre dans le match et fait un brise-nuque au guerrier de la route pour 2. Après ça, Hart calme le jeu et applique une prise de sommeil que Animal se dégage pour taguer Hawk. Et le comeback de Hawk dure quelques secondes. Et quand le Bulldog entre dans le ring et le slam, et après ça, Hawk se relève d'une double line et va taguer Psycho Sid qui frappe tout ce qui bouge. Et la foule pop pour tout ce qu'il fait. En fait, la foule était en feu depuis le début du match. Ouais. Big Avec Boot, raison. Absolument, ben oui. Big Boot sur Owen pendant qu'Elodie s'occupe des deux autres. Et Sid porte un chokeslam à Bulldog. Et le Winhart monte sur la troisième corde et il est lutteur légal, mais Sid ne le sait pas. Et le Rocket sur la troisième corde avec un sunset flip pendant que Sid voulait faire un powerbomb sur le Bulldog. Et Sid finit par tomber et on a un compte de 3 pour la victoire de la Hart Foundation. Écoute, un excellent combat avec toutes des. Mais tu sais, ça paraît là, quand les gars savent worker, là, Ouais. surtout du côté de la Hart Foundation, que je pense que c'est une des meilleures équipes pour bien faire valoir l'autre équipe. Là. Peut-être le Bulldog, c'est le plus faible des trois dans le sens que Neidhart, c'est son rôle, je pense. Le Bulldog, de temps en temps, tu peux le perdre dans un match. Je pense que Neidhart, il sait que c'est lui le gars faible. Là. Tandis que Bulldog, je pense que. Non? T'es pas d'accord? Je pense que c'est plus le contraire. Mais je pense plus que c'est Neidhart qui est faible que le Bulldog. Là. Bon. Non, mais Bulldog, c'est un meilleur lutteur, mais Bulldog, de temps en temps, je trouve que il a l'air perdu dans des combats de même. Je sais pas. Ça se peut. Je trouve pas. Neidhart, c'est un gars de tag team. Je trouve qu'il paraît mieux dans ce genre de combat-là. Bref. Ouais. Sid, aux côtés de Legion of Doom, on l'a dit tantôt. Puis Legion of Doom, c'est toujours. Je pense que c'est pas mal dans les derniers 1000. Là, après ça, ben, tu as eu la passe plus faible de LOD avec LOD 2000 éventuellement. Puis que c'était plus ce que c'était. Là, mais non, excellent combat. Je pense que c'est une bonne décision d'avoir fait ce combat-là. Ouais. La foule était en forme tout le long, puis ça paraît parce que les gars sont forcés dans le match. Ouais. Une foule, puis ça peut aider beaucoup, là, une foule, puis ça, c'est un type d'exemple parfait. Là. Puis les gars étaient motivés aussi, fait que pour vrai, j'ai beaucoup aimé ce match-là, j'ai donné 3 écarts. Parfait, j'ai donné exactement la même note! Let's go! Je m'attendais que tu dises 3. Mais non, 3 écarts. OK. Le mois prochain, le Bulldog, Owen et Anvil vont dans un gros combat à Calgary, à Henry Rouse Canadian Stampede, contre, entre autres, LOD. Sid, lui, va battre Owen le lendemain à Raw, mais va quitter la compagnie au début de l'été, malheureusement. Le Stampede de Calgary. Ouais. Et Vince et Jim nous parlent de la finale qui s'en vient entre Hemsley et Mankind. Et on voit un montage vidéo sur Steve Austin, qui montre sa victoire l'année passée au King of the Ring et le speech après, le fameux Austin 316. Interview time avec Todd Pettengill et Mankind. Il dit qu'il ne se sent pas comme $1 million, mais Hunter Stamsley est mieux de conduire le train et d'être prêt à m'écraser avec parce que je ne tomberai pas pour personne. Puis il y a une ligne de film qui va citer qui sent fortement en ce moment et qui dit « Je voudrais déjà être roi. Have a nice day! » Le Roi Lion? Oui, le film de Disney, Roi Lion, of course. Je voudrais déjà être le roi. Ouais. Hein? Ça? Ben oui, c'est bon ça. Match numéro 5, on est rendu là. La finale du King of the Ring avec Mankind contre Hunter Stamsley avec China dans son coin. Et l'arbitre du match pour la finale, Mike Kiyoda. Ouais. Un autre des matchs que Foley a aidé Triple H à shiner. Ben oui, mais MZ aussi a beaucoup aidé. Je vais expliquer pourquoi tantôt. Là, mais il a aidé beaucoup celle-là. Ouais. Ah ouais.
On diffuse des extraits vidéo de victoire plutôt dans la soirée, évidemment, contre Lawler et bien sûr Ahmed. Le match commence lentement jusqu'à temps que Mankind lui donne un coup de coude à la tête pour le dominer. Mankind tente le Mandible Club et Hunter s'échappe du ring avant qu'il puisse l'exécuter. Mankind le mène dans le coin, mais Hemsley se glisse en dessous et le fait tomber tête première sur le coussin du coin. Et après ça, il prend le contrôle avec un neckbreaker suivi d'un graffignage de yeux. Il continue de s'acharner sur le cou de Mankind en le rentrant contre les cordes. Et il place une corde à linge pour rentrer le tentative de retour de Mankind, puis le m'amène dans le coin avec des punches. Charles le frappe d'un coup d'avant-bras et l'arbitre la réprimande. Ce Mankind reçoit un coup de pied dans les parties grâce au style de Hemsley. Ce Mankind se retrouve la tête coincée dans les câbles, mais se dégage de ça. Et Mankind percute la barricade de plein fouet, puis ensuite les escaliers. Couchons dans le coin en courant sur Hemsley, oui. Dans un beau spot, Hemsley encaisse son flip bomb dans le coin, mais reste le pied accroché. Et Mankind saute sur lui avec un coup d'une descente du coude. Ça, c'est nice comme spot. Là. Ah, c'est vraiment nice, puis c'était bien filmé aussi. Mm-hmm. Hunter est projeté à l'extérieur du ring. Glissade de baseball ratée, mais Triple H charge, il se fait backdropper dans l'allée, pardon. Descend du coup du tablier à la Cactus Jack à Hemsley. De retour dans le ring, Mankind porte un DDT à 2 bras, mais Chandler distrait l'arbitre et Hunter dégage à 2. Et le pedigree se transforme en backdrop, mais Chandler distrait l'arbitre et Hunter dégage à 2 encore une fois. Oh non, ça, c'est pas ça. Je me suis trompé, je l'ai remis 2 fois. Hunter tente 67 flips, mais Mankind, avec le Mandible Club, pareil comme tantôt qu'on l'a eu dans le match, plutôt dans la soirée. Mais Chandler tire Mankind au sol par les cheveux par-dessus l'arbitre qui n'a rien vu. Et la masse de foulée est enlevée alors que Hunter monte sa 3e corde. Mankind le surprend, la griffe mandibulaire, mais un coup de pouce dans l'œil arrête ça. Un Cactus Clothesline envoie les 2 hommes au sol. Et Mankind chute lourdement et tente un reverse elbow depuis le tablier. Mais Chandler tire Hunter hors du chemin. Et Mankind s'écrase la tête première contre la barrière. Et après ça, Hunter prépare la table des commentateurs pour passer Mankind à travers. Et c'est ce qu'il fait avec un pedigree. Très bien fait. Et Mankind rentre tranquillement vers le ring, mais un coup sur le tablier, Shara fracasse sa tête avec le sceptre dans le haut du dos. Et je touche, je fracasse. Hemsley lui donne un coup de joue, qui l'envoie en bas du ring pour un autre gros bump. Et de retour dans l'arène, Hunter va une tentative de tomber, mais à une main nonchalante, ce qui n'est pas suffisant pour gagner le tournoi et le match. Ça le fâche et il niaise pas avec le puck. Il est pas pour lui donner un autre pedigree. Et enfin, pour Hemsley, c'est le compte de 3 et le nouveau roi du ring pour 1997. Mais ça n'arrête pas là. Après la décision, Todd Pettengill présente à Hemsley sa robe royale et la couronne. Puis il prend la couronne pour frapper Mankind à plusieurs reprises, ce qui provoque quelques huées, parce que Mankind commence à ramper vers lui. Et Hunter est présenté comme un nouveau roi et s'incline avant de partir. Et Mankind rentre à 4 pattes derrière eux pour montrer qu'il n'abandonnera pas et qu'il va les poursuivre jusqu'en arrière, même s'il faut à main et à genoux. Fait que voilà, c'est le match. Mankind Triple H. Triple H gagne le ring. Ouais. 1 an après s'avoir fait punir parce qu'il était censé gagner le King of the Ring 96. Comme j'ai dit tantôt, Johnson aurait dû gagner. Le King of the Ring en tant que tel, ça fait bien au personnage de Triple H. Là, ça fit avec le personnage. Est-ce qu'il y avait besoin de ça nécessairement? Bon, à l'époque, on peut dire oui parce qu'il n'était pas encore établi. Mais je pense qu'il aurait été capable de se faufiler pareil sans ça. Un bon combat entre les deux. On voyait déjà qu'il y avait une bonne chimie, mais c'était pas leur meilleur combat, je trouve, de leur série de matchs qu'ils ont eu puis après. Là. Ils ont eu plusieurs matchs. Là. Ouais. Mais c'était quand même solide. Puis, comme finale de King of the Ring, c'était OK. J'ai aimé ça. Là. C'était une bonne finale, mais c'est ça. Ouais. Un combat en 2 temps, je te dirais. La première partie du match était correcte sans plus. Là. C'était average. La deuxième partie était vraiment excellente. Là. Beaucoup de beaux bombs de Mankind, of course. Puis la sympathie de ce combat-là met Mankind sur la bonne voie pour son face turn. Là. Pour ça, je dis que Hemsley a beaucoup aidé Mankind dans ce combat-là aussi parce qu'il était féroce. Puis Mankind ne backait pas dans la cause que l'autre n'arrêtait pas de le mettre à terre. Là. Pour ça, je dis que ça l'a beaucoup aidé. Plus que les autres matchs d'après, je veux dire, là, avec Cactus Jack surtout. Là. Mais non, pour vrai. Puis, bon job quand même. Je donne ce match-là 3,5. Moi, j'ai donné ce match-là 3,25. J'ai donné le même que l'autre match. Bon, c'est correct. 3,5, 3,25 encore. Ouais. Je voulais pas que tu sois déçu non plus. Fait que...
Ah non, Ah non. t'as le droit. T'as le droit de donner ce que tu veux. Si tu donnes ce match-là 5, je te critiquerai pas. Oui, mais Ben, je là, vais c'est 5, ton choix. Là. t'as le droit de me dire que. Non, mais je Calme-toi. veux dire, là, je parle pour n'importe quel match, je veux dire. Là. Mettons, Ah, ouais. mettons, je dis 2 puis toi, tu dis 4 à un match, tu as le droit à Ben, ton opinion. Là. ouais, mais des fois, c'est pas normal qu'on soit, mettons, à 2-3 d'écart. Là. C'est rare. Là. Ouais, ça, c'est vraiment les cas extrêmes, vraiment. Là, bon. Ouais, exact. Les deux vont continuer leur guerre jusqu'à One Night Only, pretty much, jusqu'à MJ va vaincre l'alter ego de Mankind, Dude Love. Paquet vidéo sur Austin et Michaels. Il est devenu champion par équipe de la WWF après avoir ravi les titres à Owen et Bulldog. Puis en gros, ils se méfient un de l'autre, puis ils veulent s'affronter. Les fameux champions qui ne s'entendent pas, mais qui sont ensemble pareil avec un ennemi commun. Là, le classique qui n'était pas encore redondant à l'époque, là, mais qui l'est un peu plus aujourd'hui. Entre autres, après leur victoire des ceintures, Austin a laissé Shawn manger une volée 1 contre 4 par 4 des 5 membres de la Hart Foundation pour s'en prendre à Bret Hart qui est en chaise roulante dans l'allée. Ça, c'est malade. Et Shawn est allé voir Austin et pour lui, sa façon de passer. C'est à partir de là qu'on est rendu là ici ce soir. Et oui, puis à la base, Bret avait challengé Shawn pour le pay-per-view dans un match où si Bret battait pas Shawn en moins de 10 minutes, il quitterait la WWF. Puis tous les membres de la Hart Foundation étaient pour être menottés chacun à un poteau du ring. Puis le finish était pour être. Qui était pour un des gars de la Hart Foundation était pour être mal menotté. Puis qu'à la fin du match, ils viennent aider Bret à gagner en bas de 10 minutes pour screwer Shawn. C'est pas arrivé. Puis aussi, Austin devait affronter Brian Pillman. Mais vu que Bret Hart était blessé au genou, ça a été scrappé pour Austin Michaels. Voilà les graphiques qu'on voit. Là, c'est. Fait qu'au lieu d'avoir. Ils ont combiné les deux. Ça fait Shawn contre Stone Cold. Et Russ nous dit qu'il va peut-être avoir une update de la condition de Mankind plus tard avant la fin du spectacle. Après, on entend la musique de Bret Hart, la meilleure version. Et on a une interview time avec Todd Pettengill et la Hart Foundation. Qu'est-ce que j'ai dit? Rien dit. Correct. Todd ne fait que passer et Bret le pousse. Il lui dit de crisser son camp comme on dit en bon français. Il a même fait une promo en faisant son retour au pay-per-view Canadian Stampede à Calgary avec la Hart Foundation. C'est là que le fameux Butch in your ace, in your house arrive avec Pillman qui rentre en arrière. Il était à la recherche de 5 lutteurs américains pour proposer son équipe un match 5 contre 5. Et Bret dit que le temps de la revanche approche pour tous les amateurs de lutte américains. Et Bret veut commenter le match entre Shawn et Stone Cold, mais les officiels menés par Gerald Briscoe interviennent et le renvoient en coulisses, lui, la Hart Foundation au complet. Deux ans avec Doc Hendrick et Stone Cold Steve Austin. Steve dit que Shawn sait que Austin est le capitaine de l'équipe. Et pense que Stone Cold veut paralyser HBK? Oui. Mais en fait, il dit non, puis il veut juste rester champion par équipe avec lui. Il dit que Michaels, s'il le force à passer une violence supérieure, ben, il va le faire. Et on voit qu'Austin se rédiger vers les coulisses, vers le ring en coulisses, pendant que l'heure sont retenus par les officiels, puis un gros genre, ils s'en vont promener pendant qu'ils sont retenus par les autres. Là. Et pendant son entrée, il remonte l'attaque sur Pillman plus tôt dans la soirée. Après, on a vu le temps avec Doc Hendricks et Shawn Michaels. Et Shawn dit que l'affaire, c'est que la Hart Foundation veulent que lui et Steve se débrisent un et l'autre, et d'habitude, c'est ça qu'il ferait. Mais vu que c'est là, la Hart Foundation le veulent, ben lui, ça ne tente pas de le faire à cause de ça. Et le monde entier s'attend à un classique d'une vie, mais il ne sait pas si ça va arriver. Il est dans le tag team en ce moment, sa ceinture, il ne sait pas quoi faire. Il se dirige ensuite vers le ring. Match numéro 6. Stone Cold Steve Austin contre Heartbreak Kid Shawn Michaels avec la bête du match, Tim White. Les provocations commencent et Austin met Shawn par terre avec un coup d'épaule, puis il fait un doigt d'honneur. Et un enfant des Jeux Olympiques spéciaux est au bord du ring et Michaels est sur le point de l'aider à se relever, mais Austin l'attaque. Mais dans le ring, Michaels met Austin au sol au sol et il lui fait le doigt d'honneur pour rendre la monnaie de sa pièce. Et l'enfant est apparemment tombé par-dessus la barricade, puis Shawn l'aidait à aller vers jusqu'à avec l'aide de la sécurité, puis sa mère qui est arrivée. Fait que je trouve ça cool, un beau geste de Shawn. C'est une vraie affaire, ça. Oui, c'est pas. Ouais, c'est ça. Okay. Austin travaille le bras d'HBK, mais Michaels l'amène au sol avec une prise de tête. Son cause se dégage, elle donne un coup de coude à Michaels qui rebondit sur les cordes, puis il met la bosse de Shawn Michaels avec le genou, puis c'est malade. Michaels le ralentit encore une fois avec un autre headlock. Les deux se relèvent après une belle séquence de course entre les cordes. Austin rattrape Michaels, lui porte une goutte atomique et l'envoie hors du ring avec une close line. Il tente une suplex à son retour, mais il est contré par Michaels avec un roll-up pour un compte de 2. Alors que Michaels les ralentit avec une clé de bras, Austin sort du ring pour se regrouper. C'est vraiment dans une épreuve de force, mais Austin le kick au ventre.
Et Michaels riposte avec un beau backdrop pour un compte de 2. Il manque tous les deux une descente de coude. Puis Michaels applique une nouvelle clé de bras. Une superbe séquence de course entre les deux se termine par un Lutez Press d'Austin, suivi d'une série de coups de poing. Il essaie d'enchaîner, mais Michaels le surprend avec un roll-up. Sean obtient 2. Austin renverse aussi, obtient 2. Et depuis qu'il se dégage, Michaels obtient 2 aussi. Steve Kickout, il y a un enchaînement de ponts. Austin domine le duel avec plus de puissance et Michaels passe au drum cord. Quelle belle séquence fantastique. Ouais, puis j'aime l'attitude de Michaels dans le match qui est très cocky, confiance en lui. Puis t'as Austin qui est super agressif. Je trouve que c'est un style qui match bien ensemble dans le ring là, à ce moment-là. Puis à ce moment-là, est-ce que Sean avait eu sa blessure au dos? Non, pas encore. Hein? Non, c'est à 98. C'est à 98, ouais, c'est ça. Fait que on voyait un Sean différent de ce qu'on a vu en 98. Là. Non seulement ça, Austin n'a pas eu sa blessure au cou encore. Fait que, ouais, exact. Ça nous donnait comme un avant-goût de ce que ça aurait pu devenir. Injury-free, là, à ce moment-là. Ben, pas injury-free parce qu'ils ont peut-être des petits bobos, mais je veux dire, genre, game-changing injury, il n'y en avait pas encore. Ben, tu vois, je m'en souvenais pas si c'était quand exactement, mais j'ai trouvé que ça a apparu dans le match. Ben oui, absolument. Ouais. On se s'acharne sur la nuque de Sean dans le grind-out sur la troisième corde, puis il rentre dedans avec une ligne dans le dos et Sean s'écrase la tête première contre la barricade. Et ensuite, soulève le tapis ou du sol à l'extérieur du ring, exposant le béton. Puis projette Sean la tête première contre la barricade. Il retourne dans le ring pour interrompre le compte et révèle la charge avec l'échange des punches. Et après ça, Austin projette violemment Michaels contre les marches et après ça, il le fait tomber ventre premier sur le béton en le poussant dans les airs comme une pizza. De retour dans le ring, Austin esquive l'avant-bras volant de Michaels. Et Austin enchaîne avec un elbow drop du deuxième corde pour compte de 2. Et Austin applique ensuite un headlock en utilisant les cordes comme levier. Il enchaîne ensuite des coups et Sean le fait tomber avec un coup de bélier et lance Steve par-dessus la troisième corde pour tomber à l'extérieur du ring. Et Michaels fait une glissade de baseball après. Il tente une souplexe, mais Austin parvient à s'en dégager. Michaels rebondit sur les cordes en enchaînant avec son flying forearm et un kip-up. Michaels enchaîne avec un backdrop, une goutte atomique et une projection dans le coin. Il charge, mais Austin l'évite et l'épaule de Sean frappe le poteau du ring. Steve lui tire le maillot et on a un gros pop de la jambe féminine alors qu'on voit les faufounes de HBK. Poché dans le coin, Michael saute sur le deuxième corde, il retourne en croix de corps sur Austin qui renverse. 1, 2, mais HBK kick out. Son corps arrive à la charge avec une corde à linge pour un compte de 2. Il le projette dans le ring et Sean fait son upside down bomb dans le coin. Ensuite, tente une projection. Michaels le renverse et Steve rentre dans l'arbitre. Et après ça, HBK va de son Sweet Chill Music, mais Austin attrape le pied, le retourne de bord, kick dans le ventre, suivi du stunner, pareil comme un WrestleMania 14. Ouais. Il tente de tomber, mais l'arbitre est bien sûr qui est out et knocké, fait qu'il ne peut pas faire le compte. Et le public il remet White sur pied, puis il lui fait un stunner. Après ça, Austin tire White par le chandail, mais il se retourne et reçoit un super kick en plein visage. Putain, toi. Il tente de tomber, mais encore une fois, il n'y a pas d'arbitre pour compter le compte de 3. Et l'autre arbitre arrive à la course, c'est Mike Chioda. Mais au lieu de. C'est hot parce qu'au lieu de faire le pin, il va voir l'autre arbitre. Fait que tu fais de mon tabarnak. Après ça, furieux. Sean, il fait le Switch Music. Puis il l'a gelé solide. Là, le poignet vraiment drette dans. Pas sur le menton, dans le milieu de la face. Là, où il ouais, drette dans la face. Tabarnak. Pauvre Kiki. Il se dirige vers Austin, Michaels, pendant que Tim White se remet en position. Tente de tomber, mais Austin dégage à 2. Et après ça, Earl Hebner arrive. Il disqualifie les deux lutteurs pour leur attaque sur les arbitres. Et personne n'apprécie cette fin-là, mais c'est la fin qu'il fallait avoir. Les deux knock des arbitres avec des finishers. Fait que... Après le match, Michaels se dispute avec Hebner alors qu'Austin tente de frapper Michaels par derrière avec la ceinture. Ouais, attends. Ouais. Ben, tu sais, quand que... Est-ce que j'ai trouvé ça drôle? C'est quand Austin arrive sur le coin du ring, tu sais, il s'assied sur le coin, puis il jump, mais Michaels est loin à ce moment-là. Là. Oh ouais, c'est vrai. Il est pas genre, il jump, puis là, tu fais comme, il te pognera jamais, puis là, Michaels se retourne, puis il fait genre un coup de poing dans le ventre, un peu, là, si on veut. Peut-être, ouais, ça se peut. Mais c'était dégueulasse, ça, cette affaire-là. Je sais pas pourquoi il a fait ça, là, mais... Ouais. Puis Sean le veut venir avec la belle, fait que le ring se remplit d'officiels, puis chaque lutteur pose pour le grand plaisir de la foule. Puis ce que je trouvais une belle touch, c'est qu'ils s'en vont les deux à côté de l'autre, puis ils se parlent, puis ils font, qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Puis ils se regardent de même en blandé, il y en a un qui va se frapper. Là, ils sont pas trop sûrs, là. Mais tu sais, ce qui est nice, c'est qu'ils sont tag team champions, fait que c'est une belle touch qui s'attaque pas vraiment, puis qu'ils fassent ça parce qu'ils veulent pas non plus gâcher leur équipe, là, si on veut. Ouais. Fait que, non, excellent match. Toi, le match,
Ouais, c'était un solide match. Comme je te dis, ça paraissait. Le backdrop qu'Austin a mangé à un moment donné, là, fuck, il était haut, man. Je veux comme, qu'est-ce que c'est ça, Austin qui bombe de même? C'était... Puis, tu sais, il bombe pas genre de côté, là. C'était en straight pipe sur le dos, là. Sur le chemin de la liberté, non, ouais. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Sur le chemin de la liberté. Oui, exactement, sur le chemin de la liberté. Fait que non, excellent match. C'est sûr que j'aime mieux les matchs avec des fins, mais bon, ça, on pourrait le dire souvent à WWF là, dans ce temps-là. Ouais. Mais très, très, très solide comme match. Ouais. Et malgré la fin décevante, pas le gagnant, ce combat-là était sublime. J'ai trouvé beaucoup trouvé ça vraiment excellent. Là. Ben oui. C'est de loin meilleur que WrestleMania 14. C'est sûr que les blessures au cou d'Austin et de Michaels au dos sont beaucoup par contre, là, mais bon. Puis si vous l'avez pas vu ce match-là, allez le voir, je vous le conseille fortement. Puis j'avais pas, je me souvenais zéro de ce match-là, hein, pour vrai, j'avais aucun souvenir. Je m'en souvenais un peu, puis quand j'ai vu qu'on faisait ça là, je fais je vais pouvoir regarder le match, je suis content. Puis la première chose que je me suis dit, c'est que je vais le comparer à WrestleMania 14. La première affaire que je me suis dit, puis t'as raison, il est de loin meilleur que ce match, que WrestleMania 14. Je donne ce match-là 4. T'es allé fort. Moi, j'ai donné... J'aurais donné, sérieux, Philippe, j'aurais donné peut-être 4,5. Ouais. J'ai donné 4 aussi. Je le savais. Pour ça, tu as dit ça, c'était ça. Soit 3 et 3 quarts ou bien 4. Ouais, 4. Ouais. Excellent match. Vraiment bon. Comme j'ai dit, allez le voir si vous ne l'avez pas déjà vu parce que c'est excellent. Yes. Ensuite, on va faire partie du combat 5 contre 5 avec Canadian Stampede. Michaels, il va pleurer comme un bébé. Il va quitter vraiment après que Brett il a arrangé un peu une coupe de cheveux. Rien de bien grave. Il va revenir en juillet après In Your House pour éventuellement être l'arbitre spécial à SummerSlam dans le match entre Bret Hart et l'Undertaker pour le titre de la WWF. Interview time avec Todd Pettengill, la nation de domination, et Farouk, le leader. Et Todd nous montre que lundi dernier à Raw, Farouk et la nation ont attaqué Taker 4 contre 1. Il dit à Farouk qu'il a une chance de se devenir le premier champion de WWF africain-américain. Avec les jeux de tête qui ont commencé avec la nation qui a attaqué l'Undertaker, il est à quelques moments de ce qui pourrait être une nuit historique pour lui. Et Farouk dit que la chance, c'est pour les vieilles personnes et les imbéciles. L'histoire va être faite ce soir. Vous pouvez déjà l'écrire dans le livre des records parce que vous êtes en train de regarder le premier champion noir de la WWF de l'histoire. Et il dit, je vais lire la phrase en anglais, là. Undertaker, occupe-toi pas du blackmail de Paul Bearer, occupe-toi de ce black man à la place. Ça, c'est vraiment nice comme night. Ouais. Après que la nation soit dans l'arène, on a interviewé avec Doug Hendricks, Paul Bearer et Undertaker. Et Taker dit à Taker que tout le monde sait qu'il est de retour avec Paul Bearer contre son gré, à cause du chantage et du grand secret qu'il a Bearer sur sa tête à lui. Et Hendricks dit qu'il parle pour lui et pour des millions de personnes à travers le monde, que c'est important que Taker sache qu'on l'a toujours aimé et qu'on va toujours l'aimer, peu importe ce qui est arrivé. C'est quoi le secret horrifique. Il demande aussi si ça change sa stratégie pour le combat. Et Taker s'en va pour répondre, mais Bearer le tire des mains de Doc et pas lui dire de mettre ses affaires. Et tant qu'il aussi longtemps qu'il aura ce secret sur la tête du Deadman, tu vas faire ce que je dis quand je le dis, à n'importe quel moment que je le dis. Et Taker s'en va après ça en tabarnak. Quand Paul dit que le combat de ce soir est très important et que Taker va l'écouter. Match numéro 7, le main event. Farouk, son domination dans son coin. Undertaker avec Paul Bearer pour le championnat du monde de la WWF et l'arbitre du match. Monsieur Main Event lui-même, Earl Hebner. Oh, j'ai oublié de le mettre là. Voilà. Oh, les Paul Bearer, c'est quoi ça? Ouais. Farouk commence le match par quelques coups de poing dans le coin, mais l'Undertaker le prend par la gorge et le met dans le coin lui-même, le gars arrachant là. Il le met avec des punches. Taker rebondit d'un coin à l'autre et il lui fait une closante en courant. Une grosse botte suivie d'un violent coup à la gorge. Je lui vois un compte de 2. Poussé dans les cordes, Farouk renverse ça et Power Slam Taker pour 2. Et les nation s'en prennent maintenant à Undertaker pendant que D-Lo distrait l'arbitre. L'Undertaker riposte avec un l'autre coup de pied et tient le bras de Farouk pour aller au top rope pour le old school. Mais avant de doser sur Farouk, il fait un fake, il saute la nation au grand complet en bas du ring. Il fait Chris, je m'attendais pas à ça, pas en tout quand j'ai vu ça. Wow! Chris de spot. Ouais. Et pour être certain, après ça, Taker continue à les frapper un après l'autre. Farouk veut remonter Taker dans le coin par les cheveux, dans le ring par les cheveux, mais le Deadman lui fait un stunner sur la troisième corde, une affaire qu'il faisait souvent. Et après, il essaie ensuite le old school, mais Crush distrait Hebner et D'Lo le fait bouge la corde et fait tomber Taker entre jambes première sur la 3. Suplex de Farouk pour un compte de 2, mais l'Undertaker pour ça se relève et le ramasse avec une close line. Après ça, Farouk donne un flagrant low blow à Taker devant Hebner qui ne colle rien. La nation continue à s'acharner sur Taker.
Farouk envoie le Deadman en bas du ring. Il prend les marches et fonce sur Taker qui botte les marches au visage de Farouk qui tombe sur le dos. Puis c'est ça, j'ai ri en crise quand j'ai vu ça parce qu'il tombe vraiment lentement. Là. Ouais. De retour dans le ring, Taker le malmène. Mais Farouk finit par lui faire un magnifique pile driver. 1, 2, mais non. Farouk calme le jeu. Il fait un chin lock avec les pieds dans les cordes. Après presque 2 minutes, Taker lui fait un brise-mâchoire pour s'en défaire. Il tente un splash, mais c'est contré par Farouk qui lève les genoux pour se protéger. Au dos de Taker de contrer une manœuvre avec un long marteau pilon qui renverse ça en backdrop. Farouk monte sur la deuxième corde et saute sur Taker qui le rattrape en power slam, un spot qu'on a vu souvent dans le show. Taker rebondit sur les cordes, saute en l'air pour sa corde à linge, mais Farouk esquive et Taker retombe très lourdement au tapis. Et tout d'un coup, soudainement, Crush et Savio Vega se mettent à s'obstiner à l'extérieur du ring pendant que Farouk slam Taker au tapis. Ça distrait les deux de la nation et Taker se relève avec son zombie set-up. Il fait son tombstone par driver pour le compte de 3 avec une fin out of nowhere en ciboire. Et après le match, Savio et Vega rentrent dans le ring. Savio et Crush entrent dans le ring et encaissent des chokeslam de l'Undertaker. Et Paul Bearer ordonne au Deadman d'en faire autant avec Farouk. Ce qu'il fait, il le refait après ça 2 autres fois sous les ordres de Bearer. Il se fait Ahmed Johnson fait son apparition et demande à Taker qu'est-ce qu'il fait pour les arrêter d'écouter Paul Bearer. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que j'écoutais, j'avais les sous-titres pour ce match, je ne sais pas pourquoi, j'avais oublié de les enlever sûrement quand j'écoutais les promos. Mais c'est drôle parce que c'est marqué, c'est les cyclos du monde, puis c'est marqué, parce que quand Ahmed Johnson parle, c'est marqué qu'est-ce qu'il dit, puis c'est marqué Johnson, toi 2 petits points, inaudible. Je fais, yeah, of course. Ben oui, c'est clair, on comprend rien. Wow. Ouais. Taker sur le point de le frapper, mais Johnson duck et lui fait un coup de la rivière perlée. Et les fans huent quand ça arrive et Johnson part. Et Taker se relève et regarde Bearer menaçant. Et Paul a la chienne. Et Taker le suit dans l'allée. Et c'est comme ça que se termine le Roi du Ring, édition 97. Drôle de finale, pareil. Hein? Parle-moi-en. Mettons que j'aurais pris l'autre combat avant. Sauf que c'est ça. Ouais. Ouais, j'aurais mis. Ben, il y a des bons moments dans le match. Là. Oh, ouais, c'est normal. Honnêtement, c'est pas le pire match de la soirée. Mais non. pas le meilleur non plus. Non, je pense que. Mais c'est weird en plus. Quand tu vois Matt Johnson à la fin, on dirait que tu fais comme. Il fit là, mais en même temps. Genre, quand tu sais ce que tous les autres sont devenus après, tu fais comme pourquoi Matt Johnson est là? C'est un peu ça le sentiment que j'ai quand je le vois. Là. Pour le match en tant que tel, ouais, c'est un peu flat comme fin de pay-per-view, je trouve. Ouais, combat à peine moyen qui n'est pas vraiment un main event de pay-per-view. Là. Ben bon, ça aurait pu être beaucoup pire. Puis, moi, c'est plus le finish out of nowhere qui est pas bon qui me fait capoter. Là. Quel match en tant que tel? Là? Pourquoi deux coups se mettent assassiner quand il n'y a rien qui se passe dans le ring, alentour du ring? Tu sais? Ouais. En tout cas, dans ce match-là, 2,25. Oh, j'ai donné 2,75. Ouais, c'est notre grosse note de la soirée là, qu'on n'est pas d'accord. Là. Une grosse demi-étoile de plus. Ouais. En même temps, c'est même pas trop. Okay. Ouais, c'est ça. Taker va rester champion jusqu'à SummerSlam quand il va perdre la belt contre Brett, of course. Et le secret de Bearer va être bien sûr Kane is alive, Undertaker. Yes. Et Farouk va faire le ménage à la nation de domination 2 semaines après ce soir en renvoyant Savio, Crush et Clarence Mason. Et il va amener Karen Mustafa dans le groupe et un certain Ahmed Johnson. Tiens. Ça ne durera pas longtemps par contre parce qu'il va se blesser entre ça, là, Ahmed. Fait que voilà. C'est conclu le review. Mais avant ça, avant de finir totalement le King of the Ring 97, on est rendu au match of the night, le pire match et la note. Ça va être facile pour le pire match puis le meilleur match. Là. Ouais. Sean contre Stone Cold, le meilleur match, puis le pire match Goldust contre Crush. Ouais, sans aucun doute, on n'a pas hésité. Et la note, je fais commencer. Vas-y, mon pit. J'ai donné à King of the Ring 97 la note de 6 sur 10. J'ai donné à King of the Ring 97 la note de 6 sur 10. Voilà. Here we go! Tabarnane, si, on n'a pas copié nos feuilles. Non, puis on s'est rattrapé. Tu as eu 2 notes plus fortes. Moi, j'ai eu 2 demi-étoiles sur le match. Fait que tu as mis mes 2 notes plus fortes, tu les as rattrapées juste les main event. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne une note au bout de la ligne. Ouais. Puis évidemment, c'est un show d'une bonne époque. Fait que ça regarde super bien pareil, c'est sûr. Là. Mais pour vrai, allez voir au moins le match de Sean contre TJWK. Le reste, vous pouvez le skipper. Là.
Je pense que vous avez déjà vu 1000 fois le King of the Ring avec Mankind et MSD, surtout les gros Ouais. spots. Là. Le match de Shawn contre Austin. Surtout si vous avez juste vu sur WrestleMania 14 puis vous trouvez que c'est bon, mais ça répète un petit peu meilleur. Allez voir ce match-là, puis vous allez voir, tu vas être bien satisfait, je pense. C'est pas le meilleur King of the Ring de l'histoire non plus. Là. Non, vraiment pas. Mais bon. Fait que, ouais, c'est fait. On n'a plus de King of the Ring de l'époque. Il est où? Ben, il est dans le rétroviseur, TJ. Ils sont tous dans le rétroviseur. On commence à avoir une petite pile, là. Ouais, le rétroviseur, maintenant, je On va verrai s'en plus en faire arrière. dedans. Ouais, on s'en fait dedans. Fait que rapidement, voici les podcasts passés et futurs. King of the Ring 95, ça c'était la semaine passée. Retro Review. Après ça, on a Evolution, la biographie qu'on va faire la semaine prochaine qui va être diffusée. Un podcast surprise après, la semaine d'après, et bien sûr. À travers la table, s'il y a des shows qu'on va faire, ça ne sera pas live cet été, mais on va faire des éditions spéciales pour quand il y a des événements spéciaux. Donc, c'est ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de détails, puis tout ce qui s'en vient, puis lutte québécoise, peu importe quoi. Ouais. Donc, good job, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Mais d'ici là, n'oubliez pas, c'est important. Allez, bah!